Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un projet que j'ai réalisé en TensorFlow, plus particulièrement en Natural Language Preprocessing, que j'ai réalisé déjà avec Coursera ici. Maintenant, comme on peut le voir, l'aperçu du projet. En fait, vous venez vous donner un mot, le projet va vous générer un poème référent à ces mots. Pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord commencé par le web scraping. C'est-à-dire, je suis allé sur des sites web, j'ai récupéré assez d'informations sur des poèmes existants sur la toile. Après avoir fait ça, j'ai formé, c'est-à-dire une base de données. C'est-à-dire, c'est cette base de données qui va servir de connaissance de base pour le modèle que j'ai créé par la suite. Et grâce à maintenant à la base, à la connaissance préexistante, mon modèle maintenant, quand on lui donne un mot, il va générer un poème par défaut. Par exemple, quand j'ai rafraîchi pour le moment, il n'y a rien. Je vais venir par exemple aimer. Je tape simplement M et j'ai dit générer un poème. Automatiquement, mon modèle de TensorFlow en Deep Learning va me générer un poème référent au mot aimer que j'ai saisi ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, il dit votre super poème est généré. Et comme vous voyez ici, il dit de mes pensées vont vers toi continuellement à la boue, laisse en moi accablé du plus grand seul moi et je te ferai mille chapeaux. Je suis bouleversé, s'avançait plus câlin que les anges du mal de recevoir vos cadeaux. J'ai surmonté les obstacles, femmes et bouteilles. Petit papa Noël t'aime et le temps duré. Mais vraiment, quel mystère que l'amour, amitié, automne, aimé, je ne croyais plus qu'en heureux, une fleur qui brille, l'amitié, et déjà c'est la lumière. Je t'ai chéri sans aucune, un peu au feu du rocher. Bref, comme vous le voyez, l'algorithme va générer automatiquement, c'est-à-dire notre modèle va générer un poème référent au mot que vous rentrez. Par exemple, si je tape un mot, vous voyez, voilà, comme on peut le voir, il a généré encore un autre mot, pardon, un autre poème référent à amour. Et comme on peut le voir, il dit, me survoler toujours de tes siens au monde quand je t'écris pour nourrions, pour que nourrions jusqu'au bout des délires bleus, sans fils, sans... Bon, pour ne pas tout lire, comme vous pouvez le voir, au fait, quand vous tapez un mot, automatiquement, l'algorithme va vous générer, le modèle va vous générer un poème référent au mot tapé. Et ce, je l'ai réalisé avec TensorFlow en utilisant les LSTM et c'est-à-dire les couches de embedding et les CNN. Donc ici, sans plus m'attarder sur cette partie, je vais revenir ici vous montrer et comment le processus s'est déroulé. Nous avons commencé d'abord par le web scraping. Comme vous pouvez le voir, il y a un fichier web scraping et je vais venir peut-être donner un petit résumé ou une petite aperçu sur cette partie. Donc, arrivé là, comme on peut le voir, j'ai commencé par importer les packages que j'avais besoin pour faire du web scraping. Pour cela, le premier package que j'ai utilisé, c'était le package request. Et request va nous permettre d'effectuer toutes les requêtes HTTP dont les navigateurs sont susceptibles d'effectuer, c'est-à-dire à savoir get, put, post, etc. Et après le package request, j'ai importé également le package BS4, c'est-à-dire je suis allé du module BS4 et j'ai importé la classe Beautiful Soup qui contient des parseurs XML et HTML, c'est-à-dire qui va nous permettre d'extraire des informations en se basant sur les chemins de ces langages. Après, je suis allé sur NumPy et j'ai importé NumPy car celui-ci va nous permettre de créer des matrices et effectuer des opérations matricielles. Après, j'ai importé le package Panda qui nous permet d'enregistrer des données sous format de data frame. Alors ici, c'est l'image de quelques poètes, c'est-à-dire ce sont les, les, les poèmes que mon modèle génère. Il se base sur les poèmes de ces poètes français. Je suis allé maintenant pour cela. Voici les URL de tous les sites que j'ai utilisés pour faire du scrapping. Ici, comme vous pouvez le voir, le premier ici, il y a 16 URL, c'est-à-dire 16 sites. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une fonction que j'ai appelée getPoem, c'est-à-dire retenir et récupérer des poèmes.
Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait appel maintenant à request avec la méthode get et je passe maintenant l'URL et automatiquement je vérifie. C'est-à-dire lorsque le retour, il a retourné le contenu, OK là va être true, sinon false. Maintenant, j'ai dit si c'est true, qu'est-ce que je fais? J'essaye maintenant de parser, c'est-à-dire de passer cet objet à Beautiful Soup et ensuite j'essaye de récupérer les textes. Par exemple, quand je viens ici, à ce niveau, je colle juste une URL ici et je vérifie par exemple le poème. Vous voyez, comme on peut le voir là. Et on a des poèmes en bas. Tout ça là, voilà, voici des poèmes. Et quand on inspecte ici, vous verrez que chaque phrase est entourée par des i. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les parseurs. Donc, vous voyez ici, chaque fois maintenant, on a des i. Quand je rentre à l'intérieur, vous voyez des i. C'est pourquoi à ce niveau, là, j'ai récupéré maintenant, j'ai dit de récupérer tous les i dans cette page. C'est cette ligne qui est là. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer cette ligne-là maintenant c'est-à-dire en un texte, en un tableau qui va être constitué des phrases qui sont à ce niveau-là. Vous voyez? Ça, c'est pour un seul site. Mais tous ces sites-là, on faisait les mêmes processus puisque ces poèmes-là obéissaient à la même structure. Ces pages obéissaient à la même structure. Donc, c'est pourquoi nous avons groupé ces pages. Et à l'issue de tout ça là maintenant, j'ai fait quoi? J'ai fait maintenant une list comprehension. C'est-à-dire quoi? J'ai parcouru maintenant les URL créées précédemment ici. Et pour chaque URL, j'ai fait appel à cette méthode-là. Parce que cette méthode prend une URL et il retourne le contenu de cette page web. Et là, maintenant, je prends les pages web un par un, je les stocke dans la variable d'abord texte, comme on peut le voir. Et lorsque je stocke dans la variable texte, mais je n'ai pas besoin des formats HTML, des balises. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève les balises et je prends juste les phrases. Ce qu'on a fait ici avec l'attribut .text. Lui va retourner sous format de texte. Et à l'issue de ça, par exemple, pour ces 16 pages, j'ai obtenu 1800, c'est-à-dire 1800 phrases à ce niveau. Après, j'ai vérifié, c'est-à-dire après nettoyage, voilà, après nettoyage, c'est-à-dire quand j'ai fait maintenant appel ici à poème, c'est normalement 1900 phrases, mais il y avait des phrases doublons. Donc pour les phrases doublons, j'ai utilisé la structure 7. 7 va faire quoi? Il va prendre des éléments sans doublons. Donc après nettoyage, j'ai obtenu maintenant 1856 phrases. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu encore pour un autre site, puisque le site là n'a pas le même format que les sites d'en haut. Ouais. Donc j'ai recréé la méthode poème et cette fois-ci je l'ai appelé 2 et c'est le même processus. J'ai fait une requête avec request, puis je vérifie si la réponse est bonne et puis je le fais passer par Beautiful Soup pour pouvoir l'analyser ensuite. Cette fois-ci, les poèmes se trouvaient dans une div et une div qui a une classe post poétique. Et là, on récupère tous les textes qui se trouve dans la div qui a pour classe post-poétique. Et là, à l'issue de ça, j'ai créé maintenant l'URL et puis j'ai transformé encore, je l'ai appelé .d. Qu'est-ce que je fais à ce niveau? J'ai maintenant créé un fichier, pardon, une variable texte et puis j'ai transformé mes tableaux maintenant en un texte et je l'ai stocké dans la variable texte. Même chose, j'ajoute encore les poèmes D puisque là, à ce niveau, j'ai D. Premier poème, c'est qui est là. Deuxième, c'est lui qui va être généré à ce niveau. Et le deuxième là contient 6 phrases seulement. Et j'ai ajouté, j'ai concaténé ces deux poèmes, c'est-à-dire ces deux tableaux, pour former maintenant une grande base de données ou une grande base de connaissances. Et ensuite, j'ai fait un troisième. C'est bon, comme vous pouvez le voir, c'est le même processus. À l'issue de ça maintenant, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? J'ai créé un fichier que j'ai appelé poem.txt. Et quand je viens dans mon environnement de développement ici, voilà, je reviens là, j'ai diminué puisque le projet est fini maintenant. Comme on peut le voir, c'est trop grand. Je viens dans la partie modèle, d'accord, data, voilà. J'ai enregistré le fichier dans data, comme on peut le voir, poème. Et ici, maintenant, j'ai tous les poèmes, comme on peut le voir. J'ai plus de 10 000 lignes, ou c'est 32 000 lignes, pardon. Vous voyez, tout ça là, ce sont des poèmes maintenant que j'ai mélangés, car ceci maintenant va être la connaissance de base de notre modèle. Il va se servir de celui-là pour former maintenant, créer des poèmes automatiquement à la volée. Et c'est ce qui est là, à ce niveau. Maintenant, une fois qu'on a fini le web scrapping, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis revenu maintenant dans TensorFlow, ici. Et là, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai importé TensorFlow, puis j'ai importé NumPy, et ensuite, de TensorFlow, je suis allé dans Keras, et de Keras, je suis allé dans Pre-Processing Sequence.
Et j'ai importé maintenant l'utilitaire ou la méthode paddSequence. paddSequence, c'est fait quoi? Il prend une phrase en entrée, il transforme cette phrase en un vecteur, c'est-à-dire en un vecteur où à l'intérieur de chaque colonne, on aura des mots. Chaque mot, il va attribuer un numéro unique. Et ce qu'il va faire maintenant, quand on prend une phrase, on vérifie. Si le mot appartient à cette phrase, on met 1. Si le mot n'appartient pas, on met 0. Ensuite, j'ai importé les couches de deep learning, c'est-à-dire des couches qui vont nous servir de créer le modèle de l'intelligence artificielle. La première couche, c'est embedding, qui permet qu'on va utiliser ici. Après, on a LSTM, qui est aussi une sorte de réseau aussi récurrent, c'est-à-dire des réseaux récurrents, mais qui, à la différence des réseaux récurrents traditionnels, lui, il a des mémoires. Ça dit déjà LSTM pour dire long short term memory. Il garde des données en mémoire. Et ça fait que maintenant, on peut faire des analyses en des différents sens et il garde également les informations. C'est-à-dire, il se base de la connaissance de la couche, c'est-à-dire de l'information de la donnée précédente pour trouver la donnée suivante. Après, on a la couche dense. La couche dense, c'est lui qui permet de lier chaque réseau de neurones de la couche courante à la couche précédente. C'est-à-dire, si je prends un neurone ici, le neurone va être connecté à toutes les neurones de la couche précédente. Après, on a bidirectionnel. Comme on l'a dit, LSTM, c'est un type de couche qui est récurrent. Donc, qu'est-ce qui se passe? On peut décoder les phrases ou prendre le sens des phrases dans des sens, soit dans un sens unique ou dans les deux sens. Et cette couche bidirectionnelle, c'est pour faire la liaison des mots dans une phrase dans les deux sens. Et après, nous sommes maintenant venus vers le tokenizer. Le tokenizer, là, son rôle, c'est juste de créer un dictionnaire dans lequel on aura un mot lié à une clé. Et la clé ne sera rien d'autre que le score affecté au mot, c'est-à-dire le numéro unique affecté au mot. Et ensuite, on a la couche Adam qui va nous permettre, c'est au fait, avant Adam, on a séquence, c'est le wrapper, c'est-à-dire les couches précédentes là vont être enveloppées, c'est-à-dire c'est la couche séquence là qui va nous permettre de lier les couches entre elles. Ensuite, on a la fonction Adam. Cet Adam là, c'est au fait un optimiseur, c'est lui qui permet d'améliorer le score du modèle. Donc, après cette partie, maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai importé ma base de données ici. Et puis, j'ai essayé de lire la base de données avec la méthode Open. Et puis, j'ai mis en lecture seule. Et puis, j'ai encodé en UTF-8 pour bien tenir compte des caractères spéciaux. Ensuite, maintenant, j'ai transformé le texte parce que data à ce niveau, quand je reviens, j'importe. Vous voyez, quand je crée une cellule ici, par exemple, si j'ai fait data, vous voyez, c'est juste un texte. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est un texte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la méthode lower d'abord pour convertir tout le mot en minuscule, en puis avec la méthode split, on dit maintenant chaque slash n, c'est-à-dire des retours à la ligne, il crée une phrase. Et ainsi, à la sortie, on va avoir maintenant le corpus qui va être un tableau constitué de toutes les phrases qui constituent notre base de données. Et là, quand on a fait print, et ce qui est là ici, vous voyez maintenant, on a les tableaux. Après cette partie, qu'est-ce qu'on va faire maintenant là, à ce niveau? On essaye maintenant de créer un modèle en se basant sur notre tokenizer qu'on a importé depuis TensorFlow. Et pour le tokenizer, qu'est-ce qu'on fait? On initialise le modèle, ensuite on lie le modèle au corpus qu'on vient de créer, c'est-à-dire au tableau des phrases là. Et qu'est-ce que lui va faire? On a dit, il va créer maintenant un dictionnaire à laquelle chaque mot aura une clé. C'est ce qui est là. Comme vous pouvez le voir, il a pris D, la clé c'est 1, c'est-à-dire comme premier mot ici, et la clé c'est 2 comme deuxième mot, ainsi de suite. Et puis à la suite de ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelques prix traitements, c'est-à-dire transformer maintenant ces dictionnaires-là en un tableau comme Panda, où chaque mot aura l'entête, c'est-à-dire dans l'entête des colonnes va être constitué que des mots. Et maintenant, à l'intérieur, chaque ligne va être composée comme une phrase, puisqu'on a transformé maintenant l'autre là en tant que tableau. Et qu'est-ce qui se passe ici maintenant? On lit maintenant notre corpus. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant, puisque le corpus c'est un tableau, on prend maintenant chaque phrase et on essaye de transformer ça en un dictionnaire. Ce qui est là, c'est cette étape qui est là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque phrase également, pour chaque phrase encore, on prend des mots également maintenant, des mots un par un, et on essaye de prendre un mot. On prend par exemple premier mot, deuxième mot, et ici, on essaye de les associer au fur et à mesure. C'est ce qu'on a fait à ce niveau. Maintenant, dans le tableau, lorsqu'on prend un premier mot, il va constituer d'abord notre première phrase et il va vérifier la correspondance de ces mots dans chacun des mots, c'est-à-dire dans chacun des en-têtes, puisque ce sont les en-têtes qui seront des mots. Et si le mot est si le mot et l'en-tête correspondent, la colonne, l'intersection va être 1, sinon ça serait 0, ainsi de suite. Et après cette partie maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaye de faire l'input et puis on ajoute dans le tableau des séquences qui est là. Et à la sortie, ici, maintenant, on va obtenir la taille totale, c'est-à-dire la taille du nombre total des mots. Ce qui est fait ici. On transforme maintenant, on met le nombre total des mots, car ça va nous servir dans le modèle final. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avec input séquence là maintenant, on essaie de faire maintenant un pad séquence. Et ici, le padding, ce n'est rien d'autre que transformer maintenant ces données-là en transformer ces données-là maintenant en tableau. Le tableau réel des matrices qui va servir maintenant de l'entraînement de notre donnée et de notre modèle, ce qui est là. Et après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque maintenant on a le tableau, comme pour le voir, lorsqu'on travaille en intelligence artificielle, on a au fait deux catégories de variables. On a des variables indépendantes et des variables dépendantes. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaye de transformer notre tableau en deux. Premier, ça va être les variables dépendantes. Deuxième, ça va être les variables indépendantes. Ce qui est là maintenant. On a essayé maintenant de faire un path sequence. Et path sequence, le tableau maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met tous les, c'est-à-dire colonnes, avant la dernière colonne, on les transforme comme si c'était notre variable indépendante. C'est ce qu'on stocke dans XX. Et ensuite, label va être maintenant nos variables dépendantes, c'est-à-dire les variables qui vont être prédites. Puisque notre poème, l'existence du poème, c'est ça. Chaque phrase qu'on prend, on essaie de faire la correspondance des mots. Quand je prends le mot G, par exemple, quand on dit G, on va penser quel mot sera susceptible d'être dû à la prochaine fois. Par exemple, je vais ou je suis, ainsi de suite. Donc, lui, il se base sur ça. Et à la sortie, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On lit maintenant notre label, c'est-à-dire la variable dépendante qu'on a créée ici, on essaye de lier ça maintenant à chaque mot. Puisque maintenant, dans le cadre là, chaque mot va constituer également une variable dépendante. Mais lorsqu'on prend une phrase, le dernier mot va être considéré comme variable indépendante. Dans le cas contraire, tous les autres vont être considérés comme variable indépendante, ainsi de suite, ici. Ce qu'on a fait ici, on a label et puis on a le nombre total des mots qu'on a créé précédemment ici. Une fois que cela est fait, on est bon. Et quand on finit de faire cela maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va essayer encore de prendre maintenant un exemple pour afficher ce que ça donne. Comme on peut le voir, on a pris maintenant une phrase et comme on peut le voir la décomposition, à quoi ça ressemble. On a je n'aime que toi. Fais, moi, mettre, genou, ainsi de suite. Comme on peut le voir, on a pris un exemple. Et maintenant, le pas de séquence représente quoi ici? Comme on peut le voir, G, il a affecté 3. N'aime pas, il a affecté 1239. Ensuite, que, c'est 6. Ensuite, toi, c'est 115, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir. Ce qui est là, c'est cette liaison qui est faite maintenant. Puisque, en fait, les modèles de machine learning ou de deep learning ne travaillent qu'avec des nombres. Donc, on prend une phrase, on transforme cette phrase-là en nombre. Donc, tous ces processus précédents ont servi qu'à ça. Et après maintenant, comme on peut le voir, c'est le tableau qui est là. Et on a pris cette phrase-là, on a essayé de faire appel à notre tableau, pas de séquence. Et comme on peut le voir, tous les autres valeurs sont 0, 0. Par contre, quand on revient vers les dernières valeurs maintenant, les valeurs qu'il a trouvées correspondantes pour cette colonne par exemple, il a trouvé G. Voilà, G. Pour cette colonne, il a trouvé n'aime pas. Pour cette colonne, il a trouvé que. Pour cette colonne, il a trouvé 3, ainsi de suite. Comme on peut le voir. Donc, c'est cette transformation-là qu'il faut réellement procéder avant de passer à la création des modèles. Une fois qu'on a maintenant notre tableau, et puis on passe à la création des modèles. Et pour la création des modèles, je prends la dimension des mots à 75. Là, il faut faire des tests jusqu'à obtenir le meilleur modèle. Ceci, on les fait de façon aléatoire. C'est-à-dire le processus d'entraînement des modèles d'intelligence artificielle ou de deep learning passe toujours comme ça. On fait des itérations jusqu'à ce que vous obtenez le meilleur modèle. Comme on peut le voir ici, j'ai essayé 75, mais c'est le dernier essai que j'ai. Mais j'ai fait plusieurs d'autres essais. Vous voyez, ainsi de suite. J'ai donné d'abord la dimension.
j'ai donné encore le nombre de neurones qui va constituer notre LSTM, c'est-à-dire long short time term memory, c'est-à-dire notre algorithme récurrent. Ça va être 110 dans ces cas. Et comme Adam que vous avez vu là-bas, l'entraînement, c'est le pas d'entraînement. Puisque les algorithmes-là, ils se basent sur gradient descend pour entraîner les modèles afin d'améliorer le score. Donc, on a donné le pas d'entraînement, c'est 0,01. Et ici, comme vous pouvez le voir, on a dit séquentiel, c'est pour envelopper toutes les couches. Et premièrement, on a mis la première couche, on a mis le nombre total des mots comme la couche d'entrée. Chaque mot, on les donne directement. Ensuite, embedding, c'est-à-dire la couche intermédiaire, on l'a donné ici à 75. Et puis, la taille des nombres total des séquences, on a pris séquence 1. Parce que lors de la création, max séquence, on a pris la taille totale plus 1. Parce que lorsqu'on a pris le tokenizer, il ajoute un autre mot supplémentaire. C'est pourquoi on avait fait plus 1. Mais lors de l'entraînement du modèle, le mot supplémentaire, là, il faut enlever sa taille. Puisqu'il lui va prendre uniquement que les mots qui constituent votre corpus. Et ensuite, on a fait appel maintenant à notre LSTM qui fait quoi? Son rôle, quand il prend G, quel va être le prochain mot à prédire? Donc, lui, c'est son rôle, ça. Et on a donné le nombre de LSTM ici qui est 110 dans notre cas. Et ensuite, on a dit softmask. Et softmask, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le nombre total des mots qui constituent notre base de connaissances. Et ensuite, on a utilisé une couche d'activation parce que les modèles ou les couches des deep learning ou des modèles de deep learning, ils utilisent toujours une fonction d'activation parce que ce ne sont que des régressions linéaires. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quand il prend une valeur, il faut transformer ces valeurs-là en probabilité. Donc, les couches d'activation, c'est-à-dire les activations là servent à ça. Donc, quand il prend tous les mots, il va attribuer une probabilité à chaque mot. Et le mot qui aura la plus grande probabilité, c'est ce mot qu'on va prendre. C'est-à-dire quand je prends je t'aime et quand je mets G, il va mettre je t'aime, je suis, ainsi de suite. Il va vérifier, il va essayer d'attribuer un score, une probabilité à chaque mot. Par exemple, quand on est avec je, on a dépassé G, on est avec su. On est en train de vérifier, est-ce que le mot prochain, ça va être su, ou bien vers, ou bien je t'aime, ainsi de suite. Et le mot qui aura la plus grande probabilité va être considéré. C'est à cela que sert softmax ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après tout cela? Maintenant, il faut essayer de compiler le modèle. Pour compiler le modèle, maintenant, on passe d'abord la fonction perte. La fonction perte, là, c'est lui qui va permettre d'améliorer toujours. C'est-à-dire, il se base sur les valeurs déjà existantes et les valeurs prédites par le modèle. La différence des scores, comme vous avez vu, on a attribué des nombres. Quand on fait la différence, on vérifie. La différence, c'est ce qu'on appelle l'erreur. Et maintenant, l'optimiseur, c'est quoi? Comme on a dit Adam ici, et on a donné un pas d'entraînement qui est 0,01. Qu'est-ce que lui fait maintenant? Lui se base sur cette erreur-là pour améliorer la performance du modèle au fur et à mesure. C'est pourquoi dans les modèles de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des machine learning en général ou des deep learning, on essaye tout simplement de faire des itérations. Plusieurs époques, on l'appelle époque ou encore des itérations. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de compiler et on essaie d'afficher un résumé de notre modèle en appelant la méthode summary. Et lorsqu'on appelle summary, au niveau de chaque couche maintenant, vous pouvez voir le nombre de paramètres ici. Pour la première couche, on a 245 625 paramètres. Pour la couche aussi des LSTM bidirectionnel, on a 163 684 paramètres. Et pour la couche finale, dense, c'est-à-dire le nombre total de mots, c'était 3315. Et on a 732 615 paramètres. Et c'est le résumé du modèle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Mon dernier entraînement, je l'ai fait et j'ai obtenu un score de 76, ce qui n'est pas assez mal, mais j'avais d'autres modèles. Pendant mes tests, j'ai eu d'autres meilleures performances que cela. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé toujours à chaque fin d'entraînement, je viens, je prends, j'enregistre le modèle et je mets le score dans le nom du fichier. Comme vous pouvez le voir, le score le plus élevé que j'ai obtenu dans mon cas, c'était 90,6, c'est-à-dire 90%. Quand on donne une phrase, il donne la correction exacte de la phrase dans 90%. C'est-à-dire que je donne la phrase 100K, il va trouver la bonne réponse pour 90%. Et c'était le meilleur score. Donc, pour le moment, ce sont ces scores que j'ai. Et c'est le score là que j'ai utilisé maintenant pour afficher les poèmes que vous voyez à l'interface là-bas. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaie d'afficher
c'est-à-dire le graphe là sert maintenant d'afficher est-ce que le modèle est bon ou pas, c'est-à-dire en fonction du temps, en fonction des époques, comme vous le voyez ici, on a fait 20 itérations, et sur les 20 itérations, est-ce que le modèle apprend ou bien est-ce que le modèle désapprend, ce qui est là, la courbe d'apprentissage, training accuracy. Accuracy, c'est la performance du modèle, alors que ici, c'est la perte, parce que quand on vient au niveau de la compilation du modèle, vous avez les deux. Cross categorical cross entropy, lui, c'est afficher des erreurs, alors que optimizer et Adams, pour dire ADA, ainsi de suite, lui va donner la performance du modèle. Et on s'est servi des deux maintenant pour afficher les deux courbes en utilisant Matplotlib ici. Donc ici, comme on peut le voir au fur et à mesure, le dernier entraînement là, le modèle est allé jusqu'à 76. C'est pourquoi ici, ça remonte. Du début, c'était 0, ainsi de suite, ça remonte jusqu'à ce niveau. Et la perte aussi, au début, c'était plus de 6, et quelques, ou bien 8,6, il faut dire, ça n'a pas atteint 8, mais 6, mais à la fin, le modèle est venu jusqu'à 0, c'est-à-dire la perte, l'erreur maintenant du modèle était 0, et quelques, ce qui est meilleur dans notre, ce qui n'est pas mal dans notre cas. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe juste un exemple des mots, et puis le modèle nous prédit. Vous voyez, ça prend un peu de temps. C'est pourquoi même dans la page là-bas, vous voyez, il me dit maintenant, il m'a donné un poème. Il m'a généré un poème maintenant en se basant sur notre connaissance de base. Et la qualité maintenant des poèmes générés va aussi dépendre du nombre de poèmes que vous avez et la qualité du poème que vous vous êtes servi de base pour entraîner le modèle. Et comme vous pouvez le voir, bref, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, après cette partie, qu'est-ce que je fais maintenant? J'entraîne, quand j'ai fini d'entraîner, par exemple, l'avant-dernier modèle que j'avais, c'est-à-dire l'avant-dernier entraînement, j'avais obtenu 86,10. Vous voyez ce qui est meilleur qu'ici. Donc, je ne prends pas celui-là. Lorsque le score du modèle de l'entraînement précédent est supérieur au score de ça, je laisse. Et je peux entraîner au fur et à mesure pour trouver toujours le meilleur modèle possible. Donc, arrivé là, je vais m'arrêter ici et la prochaine vidéo, je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu le framework, le micro-framework Flask qui nous permet de créer des API de façon simple en Python. Donc, car ici, quand je viens dans le projet maintenant, j'ai essayé de créer maintenant une API et j'ai lancé l'API là. C'est-à-dire, quand je viens dans le dossier, my.poem API generator et dans le fichier API, comme on peut le voir, on a la génération et je vais vous expliquer un tout petit peu comment on génère l'API avec le framework Flask en Python. Et par la suite, j'ai essayé de consommer l'API d'abord avec Postman, comme on peut le voir. Quand je passe un mot, il me génère un poème. Et là, après, j'ai essayé maintenant d'utiliser aussi Ajax en HTML ici pour faire la génération automatique. Donc, arrivé là, je me limite ici et la vidéo prochaine, je vais expliquer le fonctionnement des Flask et ensuite un autre framework très intéressant qui est Word Cloud qu'on peut essayer d'utiliser en HTML avec le JavaScript et jQuery. Merci pour votre attention et on se reprend à la prochaine.